Un millionnaire sans cœur a humilié la femme de ménage. Mais en voyant la photo dans son portefeuille, il a crié et est tombé à genoux. Le jour s'effaçait sur Paris, dessinant de longues ombres sur les façades majestueuses des immeubles haussmanniens. Dans le quartier des affaires, une tour de verre et d'acier se dressait, dominant l'horizon comme un monument à la réussite économique. Le siège du groupe Vautrin, fleuron de l'industrie française, scintillait dans les derniers rayons du soleil couchant. Au 40e étage, Nicolas Vautrin contemplait la ville, qui s'étendait à ses pieds. À 38 ans, il incarnait la réussite à la française, élégant dans son costume sur mesure, le regard d'acier et la mâchoire volontaire, PDG du groupe qui portait son nom. Il avait doublé le chiffre d'affaires en 5 ans à peine. Les magazines économiques l'adoraient, les femmes aussi. Monsieur Vautrin, les membres du conseil vous attendent en salle de conférence, annonça sa secrétaire, interrompant sa contemplation. Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes, répondit-il sans se retourner. Le conseil d'administration n'attendrait pas une seconde de plus. Nicolas le savait. Cette ponctualité maladive était l'un des traits qu'il avait hérité de son père, ou du moins, de l'homme qu'il avait toujours considéré comme tel. Dans la salle de conférence, l'atmosphère était électrique. Les résultats du trimestre avaient dépassé toutes les attentes. Et Nicolas se délectait de l'admiration qu'il lisait dans les yeux de ses collaborateurs à la fin de la réunion. Alors que les membres du conseil se levaient, satisfaits, il les retint. « Messieurs, je vous invite à célébrer ce succès. J'ai fait monter quelques bouteilles de champagne. » L'horloge affichait 22h30, quand le dernier des directeurs quitta l'étage. Nicolas, légèrement grisé par l'alcool et le succès, décida de rester encore un peu. Il avait un contrat important à finaliser avant le lendemain. À cet instant précis, de l'autre côté de la ville, dans un petit appartement du 19e arrondissement, Hélène Fabre enfilait sa tenue de travail à 56 ans. Son visage portait les marques d'une vie difficile, mais ses yeux conservaient une douceur et une détermination remarquables. Depuis 3 ans, elle travaillait comme femme de ménage dans les bureaux du groupe Vautrin. 3 longues années à attendre, à observer, à espérer. « Bonne nuit, Madame Martin », lança-t-elle à sa voisine en sortant de son immeuble. Dans le métro, presque vide à cette heure tardive, Hélène serra contre elle son vieux sac à main usé. À l'intérieur, soigneusement protégé dans une pochette plastique, se trouvait la photographie la plus précieuse au monde. Elle ne s'en séparait jamais. À 23h, Hélène et son équipe de nettoyage pénétraient dans les locaux du groupe Vautrin. L'immeuble, si vivant durant la journée, semblait désert à présent, ou presque. « Hélène, tu prends le 40e ce soir », lui indiqua le responsable de l'équipe. « Fais attention, j'ai entendu dire que le patron était encore là-haut. » Son cœur s'accéléra, après 3 ans à éviter soigneusement de croiser Nicolas. Ce soir, peut-être, l'ascenseur la transporta en silence vers l'étage de la direction. En sortant, elle poussa son chariot de nettoyage dans le couloir faiblement éclairé. Des voix lui parvinrent du bureau principal. Nicolas n'était pas seul. Hélène commença par nettoyer les toilettes et les espaces communs, écoutant d'une oreille distraite les éclats de voix et de rires qui provenaient du bureau directorial. Apparemment, quelques cadres étaient revenus rejoindre leur patron lorsqu'elle entra enfin dans la vaste pièce pour vider les corbeilles. 4 hommes en costume, cravates desserrées, étaient en pleine conversation. Nicolas Vautrin, un verre à la main, s'interrompit en la voyant. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et Hélène sentit son cœur se serrer, ses yeux bleu-gris, les mêmes que ceux de Luc. « Excusez-moi, messieurs », murmura-t-elle en baissant la tête. « Regardez qui voilà », s'exclama Nicolas d'une voix légèrement altérée par l'alcool. Notre fée du logis nocturne. Les autres hommes ricanèrent, mal à l'aise, mais désireux de plaire à leur patron. « Messieurs, voici l'exemple parfait de ce qui vous attend si vous ne travaillez pas suffisamment dur. » Poursuivit Nicolas, en désignant Hélène d'un geste théâtral. « Finir à 50 ans à nettoyer les toilettes des gens comme nous. J'ai 56 ans. » « Monsieur, » corrigea doucement Hélène, le regard toujours baissé sur sa tâche. « Oh, pardonnez-moi cette imprécision, » répliqua Nicolas avec un sourire narquois. « 56 ans à ramasser nos déchets, c'est tellement mieux. » Un des hommes eut un rire gêné, un autre consulta ostensiblement sa montre. « Tu vois, Philippe, » continua Nicolas en s'adressant au plus jeune des cadres, « c'est pour ça que je te pousse toujours à l'excellence, pour que tu ne finisses pas comme... Comment vous appelez-vous, madame ? Hélène. Hélène Fabre. Comme madame Fabre,
qui nettoie les bêtises des autres au lieu de diriger sa propre vie. Hélène serra les poings, mais resta silencieuse. Depuis 20 ans, elle avait appris à encaisser bien pire. Pour se rapprocher de lui, elle aurait supporté tous les outrages du monde, en se penchant pour ramasser une corbeille. Son vieux sac à main glissa de son épaule et tomba au sol, déversant une partie de son contenu. Hélène se précipita pour récupérer ses affaires, mais Nicolas fut plus rapide. Il se pencha et saisit sa vieille pochette en plastique. « Qu'avons-nous là ? Les trésors de Madame Fabre ?» plaisanta-t-il en l'ouvrant. Le sourire arrogant de Nicolas se figea lorsqu'il aperçut la photographie. Un jeune homme souriant, une vingtaine d'années, portant au cou une médaille dorée, une médaille étrangement familière. « Qui est-ce » demanda-t-il, soudain dégrisé. « Mon fils » répondit simplement Hélène en tendant la main pour récupérer la photo. Nicolas la lui rendit, troublé, sans un mot de plus. Hélène termina rapidement son travail et quitta la pièce, le cœur battant à tout rompre. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, tremblante. Après toutes ces années, c'était la première fois qu'ils échangeaient plus que quelques mots polis. La première fois qu'il voyait cette photo. Avait-il remarqué la médaille ? Avait-il fait le lien ? Dans son bureau, Nicolas resta silencieux, le regard perdu dans le vide. Les autres cadres, sentant le changement d'atmosphère, prirent rapidement congé. Lorsqu'il se retrouva seul, Nicolas ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et en sortit un petit écrin, à l'intérieur. Une médaille en or identique à celle que portait le jeune homme sur la photographie. Cette médaille, son porte-bonheur depuis toujours, le seul objet dont sa grand-mère lui avait dit qu'il venait de sa vraie famille, une phrase qu'il n'avait jamais comprise, jusqu'à aujourd'hui, peut-être dehors. La nuit avait enveloppé Paris, dans deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, une mère et son fils. Séparés par un abîme de mensonges et de privilèges, commençaient à sentir les fondations de leur existence vaciller. Le lendemain matin, Nicolas se réveilla avec une sensation étrange au creux de l'estomac. La scène de la veille tournait en boucle dans son esprit, cette médaille sur la photo. Identique à la sienne, jusqu'au moindre détail, une coïncidence. Il n'y croyait pas. Sous sa douche, il repensa aux paroles énigmatiques de sa grand-mère, Marguerite, sur son lit de mort 5 ans plus tôt. « Cette médaille est ton héritage, Nicolas. Elle vient de ta vraie famille, un jour. Peut-être, elle te mènera à tes origines. » À l'époque, il avait mis ces mots sur le compte du délire d'une vieille femme mourante. Nicolas avait toujours su qu'il était adopté. Mais ses parents, Isabelle et Alain Vautrin, étaient sa vraie famille. Du moins, c'est ce qu'il avait toujours cru, en arrivant au bureau. Il convoqua immédiatement le responsable du service d'entretien. « La femme de ménage d'hier soir, Hélène Fabre, dites-lui de venir à mon bureau ce soir avant sa prise de service. Monsieur Vautrin, elle ne travaille que la nuit et... Faites ce que je vous dis, trancha Nicolas, et trouvez-moi son adresse. » La journée lui parut interminable. Lors d'une réunion cruciale avec des investisseurs japonais, il perdit le fil à plusieurs reprises, s'attirant des regards inquiets de ses collaborateurs. Jamais Nicolas Vautrin n'avait semblé distrait en affaires. À 18h, incapable d'attendre plus longtemps, il quitta son bureau et prit sa voiture, conduisant jusqu'à l'adresse qu'on lui avait communiquée. Un immeuble modeste du 19e arrondissement, un monde à des années-lumière de son penthouse du 16e, dans le hall défraîchi. Il chercha le nom sur les boîtes aux lettres. Fabre, 4e étage, pas d'ascenseur. Nicolas monta les marches usées, le cœur battant comme jamais auparavant. Devant la porte, il hésita un instant, puis frappa. Silence. Il allait repartir quand il entendit des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit sur Hélène, visiblement surprise. « Monsieur Vautrin ?» Elle portait un simple jean et un chemisier, bien loin de l'uniforme dans lequel il l'avait toujours vue. « Je dois vous parler, » dit-il abruptement. « C'est important. » Hélène s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais impeccable. Des livres partout, quelques photos encadrées, une odeur de tisane flottait dans l'air. « Asseyez-vous, je vous en prie, » proposa-t-elle soudain formelle. « Voulez-vous du thé ? » « Non. » Nicolas resta debout, ne sachant par où commencer. « Cette photo hier soir, cette médaille que porte votre fils, je veux savoir d'où elle vient. » Hélène pâlit légèrement, mais garda son calme. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il tant, monsieur Vautrin ?» Pour toute réponse.
Nicolas sortit de sa poche l'écrin, l'ouvrit et lui montra la médaille identique. Les mains d'Hélène se mirent à trembler. « Où avez-vous eu ça ?» murmura-t-elle. « Ma grand-mère me l'a donnée avant de mourir. Elle m'a dit qu'elle venait de ma vraie famille. » Il scruta intensément le visage d'Hélène. « Maintenant, dites-moi la vérité. Qui est ce jeune homme sur la photo et d'où vient cette médaille ?» Hélène prit une profonde inspiration. Ce moment, elle l'avait imaginé des milliers de fois, rêvé et redouté tout à la fois. « Ce jeune homme, c'est mon fils, » dit-elle simplement. « Mon fils que l'on m'a arraché à la naissance. » Nicolas sentit ses jambes se dérober sous lui et s'assit lourdement sur le canapé usé. « Continuez. J'avais 18 ans. Je travaillais comme domestique dans la grande maison des Vautrins à Lyon. J'ai eu une histoire d'amour avec Luc, le fils aîné de la famille. » Sa voix se brisa légèrement. Quand je suis tombée enceinte, sa mère, Marguerite, a tout fait pour étouffer le scandale. Nicolas écoutait, hypnotisé, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Luc voulait m'épouser, mais Marguerite s'y opposait farouchement. Elle avait arrangé son mariage avec la fille d'une famille influente. Le bébé, mon bébé, est né le 12 octobre. Une infirmière me l'a pris immédiatement. On m'a dit qu'il était mort-né, le 12 octobre, répéta Nicolas mécaniquement. C'est mon anniversaire. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. J'ai su qu'on m'avait menti, poursuivit Hélène. J'ai entendu mon bébé pleurer. Je l'ai cherché partout dans la clinique. Quand je suis retournée au manoir Vautrin, j'ai appris que Luc était mort dans un accident de voiture. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai entendu les rumeurs que Madame Isabelle, qui avait eu plusieurs fausses couches, avait miraculeusement donné naissance à un garçon. Nicolas se leva brusquement, le souffle court. La pièce semblait tourner autour de lui. « C'est absurde, vous inventez tout ça. Cette médaille, » continua doucement Hélène, ignorant son éclat, appartenait à ma mère. Je l'ai mise au cou de mon bébé juste après sa naissance, comme une bénédiction, pour qu'il sache qu'il était aimé, même si je ne pouvais pas le garder. Nicolas s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à Hélène, essayant désespérément de maîtriser le tremblement de ses mains. « Si ce que vous dites est vrai, pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi ne pas avoir réclamé votre enfant ? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès notre première rencontre ?» Hélène se leva à son tour, s'approchant prudemment de lui. « Marguerite m'a menacée. Elle a dit qu'elle détruirait ma vie si j'essayais de m'approcher de vous. Elle avait le pouvoir de le faire. J'ai essayé de vous retrouver pendant des années, mais la famille Vautrin vous protégeait jalousement. » Elle fit une pause. « Et puis, il y a 3 ans, j'ai enfin réussi à obtenir ce poste de femme de ménage, juste pour vous voir, même de loin, pour être sûr que vous alliez bien. » Nicolas se retourna brusquement. « Pour être sûr que j'allais bien pendant 3 ans, vous m'avez observé, vous avez nettoyé mon bureau, et pas une fois vous n'avez pensé à me dire la vérité. J'ai essayé d'imaginer comment vous réagiriez. Vous aviez cette vie parfaite, ce nom prestigieux. Qui étais-je pour tout bouleverser ? Une simple femme de ménage que vous méprisiez ouvertement. » Ces mots frappèrent Nicolas comme une gifle. Il revit son comportement de la veille, ses moqueries cruelles. « J'avais peur, » ajouta Hélène. « Peur que vous me rejetiez, que vous ne me croyiez pas. Que pouvais-je vous offrir, comparé à tout ce que vous possédez ?» Un silence pesant s'installa entre eux. Nicolas observa Hélène comme s'il la voyait pour la première fois. Il cherchait dans ses traits quelque chose de familier, une ressemblance, une connexion. « Si c'est vrai, » dit-il finalement, « si vous êtes vraiment ma mère biologique, il doit y avoir des preuves, des documents, des témoins. Il y a l'infirmière qui m'a assistée lors de l'accouchement. Elle travaille toujours à Lyon. Et puis, il y a les tests ADN. » Nicolas passa une main dans ses cheveux. « Des tests ADN, bien sûr. » Il sortit son téléphone. « Je vais faire venir un médecin immédiatement. »« Nicolas, » dit doucement Hélène, utilisant son prénom pour la première fois. « Je sais que c'est un choc terrible. Prenez le temps de digérer tout ça. » Il la regarda. Ce prénom dans sa bouche, sonnant étrangement intime. « 38 ans, » murmura-t-il. « 38 ans de mensonges. » Sur la table basse. La photo du jeune homme semblait les observer. Nicolas s'en approcha. « Qui est-ce alors ? Ce n'est pas moi. » Hélène sourit tristement. « Non, c'est mon neveu. Il porte la même médaille parce que j'en ai fait faire une copie pour garder l'espoir vivant. » Nicolas ressortit de l'appartement d'Hélène 1 heure plus tard,
les échantillons ADN prélevés, l'esprit en ébullition. Dans 2 jours, il saurait, en attendant, le monde qu'il avait toujours connu s'effritait comme un château de sable à marée montante. Les 2 jours qui suivirent, Nicolas vécut comme un automate. Il se rendait au bureau, assistait aux réunions, prenait des décisions, mais son esprit était ailleurs, hanté par les révélations d'Hélène. Chaque souvenir d'enfance prenait soudain une nouvelle dimension. Chaque photo de famille semblait désormais teintée de mensonges. À son domicile, un luxueux duplex avec vue sur la tour Eiffel, il passa des heures à fouiller dans de vieux cartons qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Après la mort de sa mère, Isabelle, il avait récupéré ses affaires personnelles, mais n'avait jamais eu le courage de les trier. Peut-être, se disait-il maintenant, y trouverait-il des indices, des preuves de ce qu'Hélène avançait, au fond d'une malle en cuir. Il découvrit un petit carnet relié de cuir rouge, le journal intime d'Isabelle. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. C'était comme violer l'intimité de celle qu'il avait toujours considérée comme sa mère. Mais il devait savoir, les premières pages datèrent de bien avant sa naissance. Isabelle y décrivait sa vie de jeune mariée, son bonheur avec Alain, puis la douleur des fausses couches successives, la détresse d'une femme qui se sentait incomplète, et la pression croissante de sa belle-mère, Marguerite. 10 septembre. Marguerite est venue me voir aujourd'hui avec une proposition inimaginable. Une domestique, la petite qui travaille aux cuisines, est enceinte de Luc, un scandale que Marguerite veut étouffer à tout prix. Elle me propose de faire passer l'enfant pour le mien. J'ai refusé catégoriquement. Comment pourrais-je participer à une telle machination ? Alain ne s'est pas prononcé. Il a toujours eu peur de sa mère. Nicolas sentit son cœur s'accélérer. Cette petite des cuisines, Hélène, 20 septembre, Luc est dans tous ses états. Il veut épouser cette fille, Hélène. Il dit qu'il l'aime. Marguerite est furieuse. Elle a déjà tout organisé pour son mariage avec la fille de la Marche. Je plains cette pauvre Hélène, à 18 ans, se retrouver au cœur d'une telle tempête. Nicolas tourna frénétiquement les pages, son esprit essayant d'assimiler chaque information, puis un passage attira particulièrement son attention. 13. Octobre. C'est fait. L'impensable s'est produit. Hier, on m'a apporté un nouveau-né, un petit garçon. On m'a dit de prétendre que je venais d'accoucher. La clinique est complice. L'argent des vautrins achète même le silence des médecins. J'ai tenu ce petit être innocent dans mes bras et j'ai pleuré toute la nuit. Qu'ai-je fait ? Comment pourrais-je vivre avec ce mensonge et cette pauvre fille à qui on a arraché son enfant ? Mais quand j'ai regardé ce bébé, j'ai su que je l'aimerais comme s'il était le mien. Qu'importe son origine, il est mon fils désormais. Je l'appellerai Nicolas, comme mon père. Des larmes coulaient sur les joues de Nicolas sans qu'il s'en rende compte. Les mots d'Isabelle confirmaient les dires d'Hélène. Une vérité insupportable prenait forme. 15 octobre. Luc est mort hier dans un accident de voiture. Personne ne veut parler des circonstances exactes. Je vois Marguerite pleurer son fils, mais je me demande ce qu'elle cache derrière ses larmes. Alain est dévasté. Au milieu de toute cette tragédie, mon petit Nicolas est la seule lumière. Mais chaque fois que je le regarde, je pense à sa vraie mère et à Luc qui ne connaîtra jamais son fils. Le journal continuait, relatant les années qui suivirent, la culpabilité d'Isabelle qui ne la quittait jamais, son amour grandissant pour Nicolas, sa relation qui se détériorait avec Alain et Marguerite, et l'alcool qui devenait progressivement son refuge. 5 ans aujourd'hui, Nicolas est un petit garçon merveilleux, intelligent, curieux, plein de vie. Parfois je vois des gestes, des expressions qui me rappellent Luc, ou cette fille, Hélène, que Marguerite a renvoyée avec une somme d'argent et des menaces. J'ai essayé de la retrouver, mais elle a quitté Lyon. J'aimerais lui dire que son fils est aimé, qu'il est heureux. Est-ce que cela apaiserait sa douleur ? Ou la mienne ? Nicolas reposa le journal, bouleversé. Dans sa mémoire surgit l'image d'Isabelle, cette femme qu'il avait toujours trouvée mélancolique, parfois distante, souvent perdue dans ses pensées. Maintenant, il comprenait. Elle avait vécu avec ce secret, ce poids immense toute sa vie. Une autre page, beaucoup plus récente, attira son attention. Datée de quelques semaines avant l'accident qui avait coûté la vie à Isabelle, j'ai pris ma décision. Nicolas aura bientôt 33 ans. Il a le droit de connaître la vérité. J'ai engagé un détective pour retrouver Hélène Fabre. Marguerite ne peut plus rien contre moi maintenant.
Elle est vieille et malade. Alain est parti vivre aux États-Unis avec sa nouvelle femme. Plus rien ne me retient. Quand Nicolas saura, me pardonnera-t-il? Comprendra-t-il que je n'ai jamais cessé de l'aimer, même si j'ai participé à ce mensonge terrible? Je dois prendre ce risque, pour sa liberté et pour la mienne. 5 ans. 5 années s'étaient écoulées depuis la mort d'Isabelle, survenue dans un accident de voiture alors qu'elle rentrait d'une soirée, un accident attribué à son alcoolisme, mais était-ce vraiment un accident? Au vu de ces révélations, Nicolas commençait à en douter. Son téléphone vibra. Un message du laboratoire. Les résultats des tests ADN étaient disponibles. Nicolas ferma les yeux un instant, rassemblant son courage, même s'il connaissait déjà la vérité au fond de lui. La confirmation scientifique rendrait tout irréversible. Le message était concis. Probabilité de filiation maternelle, 99%. Hélène Fabre était bien sa mère biologique. Nicolas resta immobile un long moment, le journal d'Isabelle sur les genoux, son téléphone à la main. Dehors, la nuit était tombée sur Paris, les lumières de la ville scintillant comme autant d'étoiles artificielles. Il composa le numéro d'Hélène, les mains tremblantes. « C'est Nicolas », dit-il simplement quand elle décrocha. Les résultats sont arrivés, ils confirment tout. Un silence à l'autre bout de la ligne, puis la voix douce d'Hélène. « Je sais que c'est difficile à accepter, Nicolas. Je veux connaître toute l'histoire, » répondit-il. « J'ai trouvé le journal d'Isabelle. Elle voulait me dire la vérité avant de mourir. Je dois savoir exactement ce qui s'est passé il y a 38 ans. Et je veux comprendre la mort de Luc, mon père. Luc était un homme merveilleux, » murmura Hélène, sa voix chargée d'émotion. « Tu lui ressembles tellement. » Ces mots provoquèrent une étrange chaleur dans la poitrine de Nicolas. Pour la première fois de sa vie, il entendait parler de son père biologique, cet homme dont il ne savait presque rien. « Retrouvons-nous demain, » proposa-t-il. « Pas chez toi, ni au bureau, dans un lieu neutre. Il y a un petit café près du jardin du Luxembourg, le Florent-Lille. Midi. J'y serai, promit Hélène. Nicolas raccrocha, l'esprit tourbillonnant de questions. Qui était vraiment Luc Vautrin? Comment était-il mort? Quel rôle Marguerite avait-elle joué dans toute cette histoire? Et surtout, pourquoi Isabelle était-elle morte, juste au moment où elle s'apprêtait à révéler la vérité? Il avait besoin de réponses. Et pour cela, il devait confronter la seule personne encore vivante qui connaissait tous les détails de cette sombre histoire. Sa grand-mère, Marguerite de Brécy-Vautrin. Le lendemain, après sa rencontre avec Hélène, Nicolas conduisit jusqu'à Neuilly-sur-Seine, où se trouvait la résidence de Marguerite. Une imposante demeure de style haussmannien, entourée d'un jardin soigneusement entretenu, symbole de la richesse et du pouvoir des Vautrins depuis 3 générations. Il se gara devant le portail et inspira profondément. La dernière fois qu'il était venu, c'était pour l'anniversaire de Marguerite. 6 mois plus tôt, une visite de convenance, comme toujours. Leur relation avait toujours été empreinte d'une certaine froideur. Marguerite l'avait traité correctement, mais sans jamais montrer l'affection qu'une grand-mère aurait dû avoir pour son petit-fils. Nicolas comprenait maintenant pourquoi. L'intendante l'accueillit avec surprise. « Monsieur Nicolas, nous ne vous attendions pas. Madame votre grand-mère est dans le jardin d'hiver. »« Merci, Juliette, je connais le chemin. » Il traversa les vastes pièces au parquet craquant, aux murs couverts de tableaux de maîtres et de portraits de famille. Des visages sévères le fixaient de leurs cadres dorés. Les Vautrins, cette lignée prestigieuse dont il avait été si fier d'être l'héritier, une fierté bâtie sur un mensonge. Marguerite de Brécy-Vautrin, 82 ans, était assise dans un fauteuil en rotin, entourée de plantes exotiques. Malgré son âge, elle conservait une élégance impressionnante, le dos droit, les cheveux parfaitement coiffés. À son arrivée, elle leva les yeux de son livre. « Nicolas, quelle surprise! Tu aurais dû prévenir. J'avais peur que vous ne refusiez de me voir si je vous annonçais le motif de ma visite. » Le regard de Marguerite se durcit imperceptiblement. « Et quel est-il » Nicolas sortit de sa poche la médaille dorée et la tint devant lui. « Je veux la vérité sur cette médaille, sur mes origines, sur ma vraie mère, Hélène Fabre. » Le visage de la vieille femme se figea un instant, puis elle ferma lentement son livre. « Assieds-toi, » dit-elle finalement. « Tu veux un thé? Un whisky, peut-être? Je ne suis pas venue pour échanger des politesses, grand-mère. J'ai lu le journal d'Isabelle. Je sais ce que vous avez fait. » « Ce que j'ai fait ?» Marguerite eut un rire sec. « Ce que j'ai fait, c'est protéger cette famille,
protéger son nom, sa réputation, sa fortune, et par extension te protéger, toi, en arrachant un nouveau-né à sa mère, en mentant pendant presque 40 ans. Marguerite agita la main comme pour chasser une mouche importune. Tu dramatises, cette fille, Hélène, n'était pas en mesure d'élever un enfant, 18 ans, pas d'éducation, pas d'argent. Que serait devenu cet enfant avec elle, un ouvrier, un petit employé dans le meilleur des cas? Au lieu de cela, regarde-toi, PDG d'un groupe international, respecté, puissant. Nicolas sentit la colère monter en lui. Vous n'aviez pas le droit de faire ce choix, ni pour elle, ni pour moi. J'ai fait ce qui était nécessaire. Luc avait été fiancé à Catherine de la Marche. Une alliance stratégique entre nos familles, planifiée depuis des années. Et puis, cette domestique est tombée enceinte. Marguerite fit une pause. Tu aurais dû voir le scandale que cela a provoqué. Catherine a rompu les fiançailles immédiatement. Les de la Marche ont retiré leur soutien financier à notre entreprise. Nous étions au bord de la faillite. Et alors vous avez décidé de voler un bébé. J'ai décidé de sauver l'entreprise familiale. Isabelle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait déjà fait 3 fausses couches. Elle était désespérée quant à cette fille. Je lui ai offert une compensation généreuse. De quoi refaire sa vie n'importe où? Nicolas se leva, incapable de rester assis. Vous lui avez pris son enfant. Vous l'avez menacée pour qu'elle ne s'approche pas de moi. Parce que c'était la meilleure solution pour tout le monde, rétorqua Marguerite, implacable. Isabelle avait l'enfant qu'elle désirait tant. Alain avait un héritier pour perpétuer le nom des Vautrin. L'entreprise était sauvée. Et toi, tu as grandi dans le luxe, avec toutes les opportunités possibles. Et Luc, dans tout ça, mon père biologique, le journal d'Isabelle mentionne un accident de voiture, juste après ma naissance. Une ombre passa sur le visage de Marguerite. Pour la première fois, elle détourna le regard. Un tragique accident. Luc a toujours été impulsif, trop émotif. Cette nuit-là, il conduisait trop vite. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Insista Nicolas, scrutant le visage de sa grand-mère. Ou bien Luc menaçait-il de révéler la vérité, de retrouver Hélène et de récupérer son fils? Marguerite se leva soudainement, ses mains agrippant sa canne avec force. Comment oses-tu insinuer une chose pareille? Luc était mon fils. Et pourtant, vous n'avez pas hésité à lui arracher son enfant, à détruire son bonheur avec Hélène. Luc aurait fini par comprendre que c'était pour son bien, il était l'héritier des Vautrin. Il avait des responsabilités envers sa famille, envers notre nom. Nicolas secoua la tête, dégoûté. Toujours ce nom, toujours les apparences. C'est tout ce qui compte pour vous, n'est-ce pas? Un silence pesant s'installa entre eux. Au loin, le bruit d'une tondeuse à gazon brisait la quiétude du jardin. Et Isabelle, reprit Nicolas, son accident de voiture, était-ce vraiment dû à l'alcool, ou bien était-ce aussi convenablement arrangé? Elle écrit dans son journal qu'elle voulait me révéler la vérité, qu'elle avait engagé un détective pour retrouver Hélène. Le visage de Marguerite se décomposa légèrement. Tu divagues. Isabelle buvait trop, tout le monde le savait. Sa mort était tragique mais prévisible. Mais Nicolas avait vu la lueur dans les yeux de sa grand-mère. Une lueur de peur, fugace, mais réelle. Je vais découvrir la vérité, dit-il d'une voix sourde. Surtout, sur Luc, sur Isabelle. Et après, rétorqua Marguerite, que feras-tu? Tu détruiras le groupe Vautrin, ce groupe que tu diriges avec tant de fierté. Tu renonceras à ton nom, à ta position. Pourquoi? Pour une femme de ménage qui prétend être ta mère. Elle ne prétend pas, elle l'est. Les tests ADN sont formels. Cette révélation sembla ébranler Marguerite. Elle s'appuya plus lourdement sur sa canne. Des tests ADN, murmura-t-elle. Tu es allée jusqu'à faire des tests ADN. La vérité finit toujours par éclater, grand-mère. La vieille femme retourna lentement vers son fauteuil et s'y laissa tomber, soudain vieillie de 10 ans. Que comptes-tu faire? Maintenant, demanda-t-elle d'une voix qui avait perdu de son assurance. D'abord, comprendre exactement ce qui s'est passé. Ensuite, j'aviserai. Si cette histoire devient publique, ce sera la fin des Vautrins. Les actionnaires perdront confiance. Les concurrents se jetteront sur nous comme des vautours. Tout ce que j'ai bâti, tout ce que ton grand-père a bâti, vous auriez dû y penser avant de construire tout cet empire sur un mensonge, répliqua froidement Nicolas. Sur un crime. Il se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois.
Une dernière chose, Hélène va continuer à travailler au siège. Mais plus comme femme de ménage, je lui ai proposé un poste à la fondation du groupe. Elle a accepté. Le visage de Marguerite se tordit de colère. Tu n'as pas le droit, cette femme ne mettra plus jamais les pieds dans nos bureaux. Nos bureaux. Vous avez pris votre retraite il y a 10 ans. Grand-mère, c'est moi qui dirige le groupe Vautrin maintenant. Moi, le fils d'Hélène Fabre et de Luc Vautrin. Sur ces mots, il quitta la pièce, laissant derrière lui une Marguerite livide. En sortant de la propriété, Nicolas remarqua que ses mains tremblaient. L'entretien avait été encore plus pénible qu'il ne l'avait imaginé. Et malgré les révélations, certaines zones d'ombre subsistaient. Marguerite n'avait pas tout dit, il en était certain. Le mystère entourant la mort de Luc, et peut-être celle d'Isabelle, restait entier. Mais Nicolas était déterminé à découvrir toute la vérité, quel qu'en soit le prix. Une semaine s'était écoulée depuis la confrontation avec Marguerite. Nicolas avait annoncé à ses plus proches collaborateurs qu'Hélène Fabre rejoindrait la fondation du groupe en tant que consultante pour un projet social. La nouvelle avait suscité quelques sourcils levés, mais personne n'avait osé questionner ouvertement sa décision. Ce matin-là, en pénétrant dans le hall du siège, Nicolas remarqua immédiatement les regards curieux qui le suivaient. Des murmures s'élevaient sur son passage, s'interrompant brusquement lorsqu'il s'approchait. Au détour d'un couloir, il surprit 2 cadres en pleine conversation. « Tu sais ce qu'on raconte, que la nouvelle à la fondation serait sa mère biologique. Impossible. Une femme de ménage. C'est ridicule. » Ils se turent instantanément en l'apercevant. Rougissant comme des collégiens pris en faute, Nicolas continua son chemin sans ralentir, le visage impassible, mais intérieurement, il bouillonnait. Les rumeurs circulèrent déjà. Qui avait parlé, dans son bureau. Martine, sa fidèle assistante depuis 10 ans, l'attendait avec un air préoccupé. « Bonjour, monsieur Vautrin. Votre cousine Céleste a appelé 3 fois ce matin. Elle insiste pour vous voir. » Et elle hésita. « Madame, votre grand-mère a été hospitalisée cette nuit. Une crise cardiaque, apparemment. » Nicolas accusa le coup. Malgré tout ce qu'il avait appris, Marguerite restait la femme qu'il avait en partie élevée. Dans quel hôpital ? L'Américain de Neuilly, elle est aux soins intensifs. Nicolas allait répondre quand son téléphone vibra. Un message d'Hélène. « Besoin de te parler, urgent. Annulez mes rendez-vous de ce matin, » dit-il à Martine. « Et si Céleste rappelle, dites-lui que je la verrai cet après-midi. » Dans le petit bureau qu'il avait attribué à Hélène au sein de la fondation, il trouva sa mère biologique pâle et agitée. Elle lui tendit son téléphone sans un mot. Un message anonyme s'affichait à l'écran. « Disparaissez ou vous le regretterez. Un Vautrin ne sera jamais le fils d'une domestique. Quand avez-vous reçu ça ?» demanda Nicolas, tendu. « Ce matin, et ce n'est pas le premier. Depuis 3 jours, je reçois des appels, des messages. Quelqu'un est passé chez moi aussi. » Hélène frissonna. « Mon appartement a été saccagé pendant que j'étais au travail. » Nicolas sentit la colère monter en lui. « Avez-vous prévenu la police ? Pour leur dire quoi ? Que quelqu'un ne veut pas que je sois ta mère ? » Elle secouait la tête. « Je ne veux pas d'un scandale public, Nicolas. Pas avant que tu sois prêt. Nous devons savoir qui est derrière tout ça. Marguerite est hospitalisée. » Ce n'est pas elle. Hospitalisée. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. « Est-ce grave ?» Nicolas fut touché par l'inquiétude sincère dans sa voix, malgré tout ce que Marguerite lui avait fait subir. « Une crise cardiaque. Je vais aller la voir après notre entretien. » Hélène hocha la tête. « Tu dois y aller. Malgré tout, c'est elle qui t'a élevé. » « Elle m'a menti toute ma vie, » rétorqua Nicolas. « Comme Isabelle, et pourtant, tu sembles lui avoir pardonné. » Nicolas resta silencieux un instant. Isabelle, c'était différent. Elle était prisonnière de cette situation. Elle aussi, elle voulait me dire la vérité. Et elle est morte juste avant de pouvoir le faire, murmura Hélène. C'est cette coïncidence qui m'a toujours inquiétée. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Martine, qui frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Excusez-moi, monsieur Vautrin. Mademoiselle Céleste est là. Elle refuse d'attendre. » Nicolas soupira. « Dites-lui que j'arrive dans 5 minutes. » Après le départ de Martine, il se tourna vers Hélène. « Je vais demander à Laurent, notre chef de la sécurité, de s'occuper de votre protection. En attendant, prenez un taxi pour rentrer chez vous ce soir. Pas le métro. Je vous appellerai plus tard. » Céleste Vautrin, 35 ans, l'attendait dans son bureau, impeccable dans son tailleur gris,
Ses cheveux blonds coupés au carré encadrant un visage aux traits fins mais durs, fille d'Odile, la sœur d'Alain Vautrin. Elle occupait un poste de directrice au sein du groupe et avait toujours convoité le fauteuil de PDG. Nicolas, enfin, j'essaye de te joindre depuis des heures. Bonjour à toi aussi, Céleste. Que me vaut l'honneur de cette visite si urgente? Céleste s'installa sans y être invitée dans le fauteuil face au bureau. Tu as entendu pour grand-mère Marguerite? Oui, je comptais lui rendre visite cet après-midi. Les médecins disent que son état est critique. Céleste l'observait attentivement. Étrange, n'est-ce pas? Elle était en parfaite santé il y a encore quelques jours. Le cœur est imprévisible, répondit Nicolas, soutenant son regard, surtout à son âge, ou quand on subit un choc émotionnel violent. Céleste fit une pause calculée, comme apprendre que son petit-fils fraternise avec l'ennemi. Nicolas sentit son sang se glacer. De quoi parles-tu exactement? Oh, je t'en prie. Tout le monde au siège parle de ta nouvelle protégée. Cette femme de ménage qui aurait un lien mystérieux avec toi. Certains évoquent même un lien de parenté. Elle eut un petit rire. C'est absurde, bien sûr, mais les rumeurs vont bon train. Et tu es venu jusqu'ici pour me rapporter des ragots de couloir. Je suis venu parce que je m'inquiète pour l'entreprise. Nicolas, pour notre nom, ces rumeurs nuisent à notre image. Le cours de nos actions a déjà baissé de 3 points depuis hier. Notre image? Nicolas se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. C'est curieux, c'est exactement ce que Marguerite a dit. L'image, le nom des Vautrins, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Céleste se leva à son tour. Parce que rien d'autre n'a d'importance. Ce nom, c'est notre héritage. C'est ce qui nous distingue du commun des mortels. C'est ce qui fait que quand un Vautrin entre dans une pièce, tout le monde se tait et écoute. Et si ce nom était bâti sur un mensonge, sur un crime? Céleste s'approcha de lui, les yeux soudain plus durs. De quel crime parles-tu exactement? Tu sembles bien informé des rumeurs, Céleste. Je suis sûre que tu as déjà entendu celle-ci. Ils s'affrontèrent du regard un long moment. Finalement, Céleste recula légèrement. Écoute, peu importe ce que tu crois avoir découvert. L'important, c'est de préserver l'entreprise. Les actionnaires s'inquiètent. Le conseil d'administration pose des questions. Si cette situation n'est pas clarifiée rapidement, cela pourrait affecter ta position. Est-ce une menace? Un conseil amical, de la part d'une cousine qui se soucie de l'avenir de la famille? Elle se dirigea vers la porte. Ah, et Nicolas, ta protégée devrait faire attention. Paris peut être dangereux pour une femme seule. Après son départ, Nicolas resta immobile, digérant ce qu'il venait d'entendre. Une menace à peine voilée. Céleste était-elle derrière les intimidations qu'Hélène subissait? Ou sa mère, Odile? Peut-être, cette branche de la famille avait toujours été avide de pouvoir. Il prit son téléphone et composa le numéro de Laurent, le chef de la sécurité. « J'ai besoin que vous assuriez la protection d'Hélène Fabre, discrètement, et aussi que vous vérifiez les allées et venues de Céleste et Odile Vautrin ces derniers jours. » En raccrochant, il remarqua un email qui venait d'arriver, de la part du détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur la mort de Luc Vautrin. « Monsieur Vautrin, j'ai retrouvé le rapport de police original concernant l'accident de votre père. Plusieurs éléments troublants, traces de freinage absentes, témoignages contradictoires. Le dossier a été classé avec une rapidité inhabituelle. Je continue mes recherches. » Nicolas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait toujours su, au fond de lui, que la mort de Luc n'était pas accidentelle. Mais qui aurait pu vouloir sa mort? Marguerite, pour l'empêcher de retrouver Hélène et de révéler la vérité. Ou quelqu'un d'autre. Son téléphone sonna à nouveau. L'hôpital. L'état de Marguerite s'était détérioré. Les médecins demandaient à la famille de venir rapidement, en quittant son bureau. Nicolas ne put s'empêcher de penser que les secrets des Vautrins commençaient à remonter à la surface, comme des cadavres longtemps immergés, et quelqu'un était prêt à tout pour les maintenir enfouis. Les couloirs aseptisés de l'hôpital américain de Neuilly semblaient interminables. Nicolas avançait d'un pas rapide, guidé par une infirmière vers la chambre de soins intensifs, où Marguerite luttait entre la vie et la mort, à sa grande surprise. Il y trouva Odile, la mère de Céleste, en grande conversation avec un médecin. « Nicolas, enfin !» s'exclama-t-elle en l'apercevant. « Les médecins disent que c'est très grave. Son cœur est trop faible. » Odile Vautrin, la belle-sœur de Marguerite, avait toujours manifesté une dévotion excessive envers la matriarche. À 60 ans, elle restait élégante,
avec cette même froideur calculatrice qu'il retrouvait chez sa fille Céleste. « Que s'est-il passé exactement ?» demanda Nicolas au médecin. « Une insuffisance cardiaque sévère. Madame Vautrin a déjà eu des problèmes cardiaques par le passé, mais là, c'est beaucoup plus grave. Elle est stable pour le moment, mais son état reste critique. Peut-on la voir ? Brièvement, elle est sous sédatif, mais elle a des moments de lucidité. Dans la chambre, Marguerite semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage habituellement impérieux paraissait vulnérable sous le masque à oxygène. Ses yeux s'entr'ouvrirent quand Nicolas s'approcha du lit. « Nicolas ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Tu es venu ? Bien sûr. Je dois te dire, le coffre, dans mon bureau, à la maison. » Odile s'avança. « Marguerite, tu dois te reposer. Le médecin a dit... »« Laisse-nous, » ordonna faiblement la vieille femme. Retrouvant un instant son autorité d'antan, Odile s'exécuta à contre-cœur. « Le coffre, » reprit Marguerite dès qu'ils furent seuls. « Derrière le tableau de monnaie, la combinaison est ta date de naissance. Ta vraie date de naissance, 12-10-86. Des documents, tu dois les détruire. » Quels documents ? Mais Marguerite avait refermé les yeux. Épuisé par cet effort, Nicolas resta un moment près d'elle, observant cette femme qui avait façonné sa vie par ses mensonges. Malgré sa colère, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange pitié. En sortant de la chambre, il trouva Odile qui l'attendait, le visage tendu. « Que t'a-t-elle dit ? » ?»« Rien d'important, » mentit Nicolas. « Elle est trop faible pour parler. » Odile parut soulagée, ce qui renforça les soupçons de Nicolas. Savait-elle quelque chose ? Était-elle complice des secrets de Marguerite, sans perdre de temps ? Il se rendit directement à la résidence de sa grand-mère. L'intendante, surprise de le voir, lui ouvrit néanmoins les portes du bureau privé de Marguerite. Une pièce où peu de personnes étaient admises, le tableau de monnaie, un paysage de Giverny, dissimulait effectivement un coffre-fort encastré dans le mur. Nicolas composa la combinaison indiquée par Marguerite. Le coffre s'ouvrit avec un léger cliquetis. À l'intérieur, une enveloppe en cuir contenant divers documents, des papiers légaux, un certificat de naissance falsifié à son nom, indiquant Isabelle et Alain comme ses parents, et un autre, le véritable, mentionnant Hélène Fabre comme mère et père inconnu. Mais le document le plus surprenant était une lettre, écrite de la main d'Isabelle, datée de 2 jours avant sa mort. Elle était adressée à un avocat de Lyon et détaillait toute l'histoire, l'enlèvement du bébé, les menaces contre Hélène, la falsification des papiers officiels. Comment Marguerite s'était-elle procuré cette lettre ? Elle n'aurait jamais dû arriver entre ses mains. Le dernier document était un rapport de police concernant l'accident de voiture de Luc. Un rapport différent de la version officielle, mentionnant des circonstances suspectes et une défaillance mécanique intentionnelle. Le rapport concluait pourtant à un accident. Mais une note manuscrite dans la marge indiquait « Classement demandé par M.V. Dossier à fermer. M.V. Marguerite Vautrin. » Nicolas sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Sa grand-mère aurait-elle été capable de faire assassiner son propre fils ? Au fond du coffre, il découvrit également un petit carnet relié de cuir vert, un autre journal intime, mais pas celui d'Isabelle cette fois. C'était celui de Luc Vautrin. Son père biologique, de retour chez lui, Nicolas s'installa dans son bureau et commença à lire le journal de Luc. Les premières pages évoquaient sa vie de jeune héritier, ses études à HEC, ses voyages, son sentiment d'étouffer sous le poids des attentes familiales. Puis, une entrée datée de janvier 1986 attira son attention. Aujourd'hui, j'ai remarqué pour la première fois cette nouvelle domestique, Hélène. Elle a un sourire qui illumine toute la pièce. Mère dirait que je suis ridicule de m'intéresser à une employée, mais il y a quelque chose chez elle, une authenticité qui me touche. Les entrées suivantes racontèrent la naissance de leur relation. D'abord secrète, puis de plus en plus assumée malgré l'opposition féroce de Marguerite. 5 mars, Hélène est enceinte. Quand je lui ai annoncé que je voulais l'épouser, elle a pleuré de joie. Mère, en revanche, a fait une scène terrible. Elle a parlé de déshéritage, de scandale, de honte pour la famille. Comme si l'amour était une honte. Alain a essayé de tempérer les choses, mais il est sous l'emprise de Mère. Comme toujours, Isabelle est la seule à nous soutenir discrètement. En tournant les pages, Nicolas découvrait ce père qu'il n'avait jamais connu, un homme sensible, rebelle,
étouffé par le carcan familial. Un homme qui ressemblait étrangement à ce que lui-même aurait pu être s'il n'avait pas grandi sous l'influence de Marguerite. 10 octobre. Je suis fou d'inquiétude. Mère a fait hospitaliser Hélène de force, prétextant des complications. L'accouchement est imminent, mais on refuse de me laisser la voir. J'ai engagé un avocat. Demain, je récupère Hélène et notre enfant, et nous partons, loin de toute cette folie, loin de cette famille toxique. La dernière entrée du journal était datée du 12 octobre 1986, le jour de la naissance de Nicolas. Mon fils est né aujourd'hui. J'ai réussi à m'introduire dans la clinique. Je l'ai vu, quelques secondes à peine, avant qu'une infirmière ne l'emporte. Il est magnifique. Il a les yeux d'Hélène. J'ai appris qu'on avait dit à Hélène qu'il était mort-né. Un mensonge odieux. Mère a dépassé toutes les limites. Ce soir, j'ai rendez-vous avec mon avocat pour lancer une procédure. Ensuite, j'irai chercher Hélène à la clinique. Nous retrouverons notre fils, quoi qu'il arrive. Mais ce soir-là, Luc n'était jamais arrivé à la clinique. Sa voiture avait fait une sortie de route sur une départementale, accident ou meurtre déguisé. Nicolas ferma le journal, bouleversé. La vérité qu'il découvrait était encore plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement on lui avait menti toute sa vie, mais 2 personnes étaient probablement mortes pour protéger ce secret. Luc, qui voulait retrouver son fils et Hélène, et Isabelle, qui s'apprêtait à tout révéler. Il reprit le journal d'Isabelle, qu'il avait déjà partiellement lu, et chercha les entrées des dernières semaines avant sa mort. Elle confirmait ses soupçons. Isabelle avait découvert des documents compromettants dans les affaires de Marguerite. Elle avait compris que la mort de Luc n'était pas accidentelle, et elle avait décidé d'agir. 10 mai, j'ai trouvé la preuve que Marguerite a fait saboter la voiture de Luc, une facture à un ancien employé du garage familial. Pierre Moreau, pour des services spéciaux datés du jour de l'accident, j'ai retrouvé cet homme. Il vit maintenant à Marseille. Il m'a tout avoué. Marguerite lui a demandé de manipuler les freins de la voiture de Luc, juste assez pour lui faire peur, avait-elle dit. Mais le sabotage a été plus efficace que prévu. Ou peut-être était-ce l'intention réelle de Marguerite? Je dois en parler à Nicolas. Il doit connaître toute la vérité sur sa famille, sur ses origines. J'ai aussi retrouvé la trace d'Hélène Fabre. Elle vit à Paris, toutes ces années. Elle était si proche. La dernière entrée, datée de la veille de sa mort, était glaçante. Marguerite sait que j'ai découvert la vérité. Je l'ai confrontée aujourd'hui. Elle a nié, bien sûr, mais j'ai vu la peur dans ses yeux. Elle m'a menacée. « Pense à Nicolas », a-t-elle dit. « Pense à ce qu'il perdrait si la vérité éclatait. » Mais ce n'est pas pour Nicolas qu'elle s'inquiète. C'est pour elle-même, pour sa précieuse réputation. Demain, je parlerai à Nicolas. Quoi qu'il arrive, il mérite de savoir. Mais ce demain n'était jamais venu pour Isabelle. Sa voiture avait quitté la route sur le chemin du retour d'une soirée. L'enquête avait conclu à une conduite sous l'emprise de l'alcool. Une conclusion bien trop pratique. Nicolas referma le journal, les mains tremblantes. Il avait maintenant toutes les pièces du puzzle. Marguerite n'avait pas seulement volé un enfant à sa mère. Elle avait fait tuer son propre fils pour protéger son secret. Puis, probablement Isabelle également. 28 ans plus tard, pour la même raison, que faire de ces révélations, confronter Marguerite sur son lit de mort, porter l'affaire devant la justice, et quel impact cela aurait-il sur le groupe Vautrin, sur les employés qui dépendèrent de l'entreprise pour vivre? Son téléphone vibra, un message d'Hélène. « Quelqu'un est entré chez moi. Ils ont pris tous mes papiers, toutes les photos de Luc. J'ai peur. Nicolas. » La situation s'aggravait. Quelqu'un d'autre semblait déterminé à effacer toute trace du passé. Quelqu'un qui avait peut-être été complice de Marguerite depuis le début ou qui avait ses propres raisons de craindre la vérité. Nicolas fit immédiatement venir Hélène dans son appartement. Il était hors de question qu'elle reste seule après cette intrusion. Quand elle arriva, escortée par l'agent de sécurité qui l'avait engagée, son visage portait les marques de la peur et de l'épuisement. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé », demanda Nicolas en lui servant un thé fort. « Je suis rentrée du travail et j'ai tout de suite vu que quelqu'un était entré chez moi », expliqua Hélène, les mains serrées autour de sa tasse. « Ils ont fouillé partout, mais n'ont pris que ce qui concernait Luc et toi, mes vieilles lettres, les quelques photos que j'avais gardées, même mon album de coupures de presse où je suivais ta carrière à distance. » Nicolas hocha gravement la tête. « Ce n'est pas un cambriolage ordinaire. Quelqu'un veut effacer les preuves de notre lien. » « Mais qui ? Marguerite est à l'hôpital. »
Je pense à Odile, ou peut-être Céleste. » Il hésita, puis prit une décision. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, des documents dans le coffre-fort de Marguerite. » Il lui montra le véritable certificat de naissance, qu'elle effleura du bout des doigts avec émotion. Puis, plus grave, les journaux intimes et le rapport de police sur l'accident de Luc. « Regarde, Hélène, ce n'était pas un accident. » Elle pâlit en lisant les documents. « Tu penses que Marguerite a tué son propre fils. Toutes les preuves l'indiquent. Luc était déterminé à vous retrouver, toi et moi. Il menaçait de tout révéler. Pour Marguerite, c'était inacceptable. » Des larmes silencieuses coulaient sur les joues d'Hélène. Toutes ces années, j'ai cru qu'il m'avait abandonnée. Après avoir appris que le bébé était soi-disant mort-né, je lui en ai tellement voulu. « Il t'aimait », murmura Nicolas. Ces derniers mots dans son journal te concernaient. Il voulait vous sauver tous les deux. Hélène essuya ses larmes d'un geste déterminé. Et Isabelle, tu penses que sa mort était aussi... Probablement, elle avait découvert la vérité sur Luc juste avant son accident. Trop de coïncidences. Un lourd silence s'installa entre eux, seulement rompu par le bruit de la pluie qui commençait à frapper contre les vitres. « Il y a autre chose, » reprit Nicolas. « Un détective que j'ai engagé a retrouvé le mécanicien que Marguerite avait payé pour saboter la voiture de Luc, Pierre Moreau. Il vit toujours à Marseille. Tu vas aller le voir ? » « Demain, je prends le premier TGV. » Il hésita. « Tu veux m'accompagner ?» Hélène sembla surprise par la proposition. « Tu veux que je vienne ? C'était l'homme que tu aimais. Tu as le droit de connaître la vérité autant que moi. » Elle acquiesça, touchée par ce geste. Pour la première fois, Nicolas l'incluait vraiment dans sa quête de vérité. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à partir pour la gare, le téléphone de Nicolas sonna. C'était l'hôpital. L'état de Marguerite s'était stabilisé. Elle demandait à le voir de toute urgence. « Elle est consciente », expliqua le médecin, « mais très faible. Si vous voulez lui parler, c'est maintenant. » Nicolas regarda Hélène, indécis. « Va la voir, » dit-elle doucement. « Je t'attendrai à la gare. » À l'hôpital, Nicolas trouva sa grand-mère seule dans sa chambre. Son visage était cireux, mais ses yeux brillaient d'une lucidité surprenante. « Tu as trouvé le coffre ?» dit-elle directement, sans préambule. Nicolas acquiesça. « J'ai tout lu, le journal de Luc, celui d'Isabelle, le rapport de police. » Marguerite ferma brièvement les yeux. « Alors tu sais, je sais que vous avez fait tuer votre propre fils, et probablement Isabelle aussi. » « Non. » La vieille femme s'agita dans son lit. « Pas Isabelle, je te le jure. Son accident était réel. J'ai découvert ses recherches après sa mort. C'est comme ça que j'ai récupéré la lettre qu'elle avait écrite à son avocat. Et Luc, allez-vous nier aussi pour lui ?» Marguerite resta silencieuse un long moment, quand elle reprit la parole. Sa voix était à peine audible. « Je n'ai jamais voulu qu'il meure, jamais. J'ai demandé à Moreau de trafiquer légèrement les freins, juste pour lui faire peur, pour qu'il renonce à cette folie. Cette folie ? Vous parlez d'amour, grand-mère. Il aimait Hélène. L'amour, cracha Marguerite avec une soudaine énergie. L'amour ne construit pas d'empire. L'amour ne préserve pas un nom. L'amour est éphémère. Le nom des Vautrin, lui, devait perdurer. Au prix de 2 vies, au prix de 38 ans de mensonges. La vieille femme le fixa intensément. « Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. J'ai construit tout ça à partir de rien. Mon mari était faible. Mes enfants ingrats. J'ai été la seule à voir plus loin que nos petites existences individuelles. » Un bip insistant de la machine cardiaque indiquait que son rythme s'accélérait dangereusement. « Calme-toi, » dit Nicolas. « Je ne veux pas être responsable de ta mort. »« Oh, si, tu le veux, et tu as raison. » Marguerite eut un rire sans joie. « J'ai regardé ton parcours avec fierté, Nicolas. Ta détermination, ton intelligence. J'y voyais mon héritage. Mais maintenant, je vois Luc en toi. Cette même intransigeance, cette même passion. J'ai cru pouvoir l'éradiquer. Mais elle était dans ton sang. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda Nicolas. Vas-tu confesser tes crimes à la police ? À quoi bon, je suis mourante. Quelques jours, quelques semaines tout au plus. Elle le fixa. Mais toi, que vas-tu faire ? Détruire l'héritage Vautrin pour venger un père que tu n'as jamais connu ? Je vais découvrir toute la vérité, et ensuite, je prendrai ma décision. Marguerite ferma les yeux. Comme épuisée par cet échange, « Méfie-toi d'Odile », murmura-t-elle. « Elle a toujours été plus ambitieuse que moi,
Et elle sait, Nicolas. Elle a toujours su. Avant qu'il ne puisse demander plus de précision, une infirmière entra précipitamment. Alerté par les moniteurs qui s'affolaient, Nicolas fut prié de quitter la chambre. Dans le train pour Marseille, il rapporta sa conversation à Hélène. « Tu penses qu'elle dit la vérité ?» demanda celle-ci. « Qu'elle n'a pas voulu tuer Luc ?»« Je ne sais pas. Elle a toujours été une manipulatrice, même au seuil de la mort. Elle essaie peut-être encore de contrôler la situation. Et cette mise en garde contre Odile, c'est troublant. Odile a toujours été la plus fidèle alliée de Marguerite. Pourquoi me mettre en garde contre elle maintenant ?» Ils arrivèrent à Marseille en début d'après-midi et prirent un taxi jusqu'à l'adresse que le détective leur avait fournie. Un modeste appartement dans un quartier populaire près du Vieux-Port. Pierre Moreau, 68 ans, semblait avoir attendu cette visite toute sa vie. Dès qu'ils se présentèrent, il les fit entrer avec une nervosité palpable. « Je savais que quelqu'un viendrait un jour », dit-il en leur servant un pastis qu'ils n'avaient pas demandé. « Quand j'ai vu votre nom dans les journaux, Monsieur Vautrin, j'ai su que vous étiez son fils. Vous lui ressemblez. Racontez-nous ce qui s'est passé, » demanda Nicolas. Allant droit au but, Moreau vida son verre d'un trait. « J'étais le mécanicien attitré des Vautrins depuis des années. Ce jour-là, Madame Marguerite m'a convoqué en privé. Elle m'a demandé d'altérer les freins de la voiture de son fils, pas pour le tuer, a-t-elle précisé, juste pour lui donner une bonne frayeur et le faire renoncer à ses projets absurdes. Elle m'a offert une somme considérable. Et vous avez accepté, constata Hélène d'une voix tranchante. Moreau baissa les yeux et « J'avais des dettes, une famille à nourrir. Je me suis dit que ça ne serait pas grave, juste un petit accident sans conséquence. » « Sauf que Luc est mort, » dit Nicolas. La route était mouillée ce soir-là, le virage plus serré que prévu. J'ai appris sa mort le lendemain aux informations. Moreau se tordait les mains. J'ai immédiatement su que c'était ma faute. J'ai voulu parler à la police, mais Madame Marguerite m'a devancée. Elle connaissait le chef de la brigade. L'enquête a été bâclée, classée comme un simple accident. Et moi, j'ai reçu une somme supplémentaire pour quitter Lyon et me taire à jamais. « Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ?» demanda Nicolas. Le reçu, Moreau se leva et alla chercher une vieille boîte en métal dans un placard. Je l'ai gardée toutes ces années. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour me rappeler le prix de ma lâcheté. Il leur tendit un morceau de papier jauni, un reçu manuscrit pour services spéciaux, signé de la main de Marguerite, daté du jour de la mort de Luc, une preuve irréfutable. En repartant de Marseille, Nicolas et Hélène restèrent silencieux un long moment, chacun absorbé dans ses pensées. La vérité qu'ils venaient de découvrir était encore plus sombre, encore plus définitive qu'ils ne l'avaient imaginé. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda finalement Hélène. Nicolas regarda par la fenêtre du train les paysages de Provence qui défilaient dans la lumière dorée du crépuscule. « Porter tout cela à la justice, je suppose, même si Marguerite est mourante. Son crime ne peut rester impuni. » Et le groupe Vautrin ? « Ta position, je ne sais pas. » Il se tourna vers elle. « Mais je sais une chose. Je ne suis plus seule dans cette histoire. Plus maintenant. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. » Il prit sa main dans la sienne. Un geste simple, mais qui scellait une nouvelle alliance entre une mère et son fils. Unis par la quête de justice pour l'homme qu'ils avaient tous deux aimé à leur façon, de retour à Paris, Nicolas trouva son téléphone saturé de messages. Laurent, le chef de la sécurité, tentait de le joindre depuis des heures. Céleste avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour le lendemain matin. Martine l'informait que plusieurs actionnaires importants avaient manifesté leur inquiétude suite aux rumeurs persistantes. « Ça commence », murmura-t-il à Hélène, alors qu'ils entrèrent dans son appartement. Ils sentent que quelque chose se prépare, et ils contre-attaquent. Qui, exactement ? Céleste ? Probablement. Et sa mère, Odile. Si ce que Marguerite a dit est vrai, Odile est impliquée depuis le début. Nicolas passa plusieurs appels, consultant son avocat personnel et divers membres du conseil qu'il savait fidèles. La situation était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Le cours de l'action Vautrin avait chuté de 12% en 2 jours. Des rumeurs circulaient sur la stabilité mentale du PDG et sur un possible scandale familial qui menacerait l'entreprise. Quelqu'un orchestre tout ça, conclut-il, après avoir raccroché. Les fuites sont trop bien organisées, trop ciblées, cette nuit-là, incapable de dormir.
Nicolas se rendit dans son bureau et alluma son ordinateur. Il se connecta au réseau interne du groupe Vautrin et commença à examiner les dossiers confidentiels auxquels seuls lui et quelques hauts dirigeants avaient accès. Un dossier attira son attention. Restructuration 2024, créé par Céleste 3 semaines plus tôt, il contenait un plan détaillé pour une réorganisation massive du groupe, incluant le départ volontaire de Nicolas et son remplacement par Céleste elle-même. Elle préparait ça depuis longtemps, murmura-t-il, stupéfait. Bien avant que l'histoire avec Hélène n'éclate, plus troublante encore, le dossier contenait des échanges d'emails entre Céleste et plusieurs membres du conseil, datant de plusieurs mois, des phrases comme « compétences en déclin »,« décisions erratiques » et « risques pour l'entreprise » revenaient régulièrement pour décrire sa gestion. Un complot se dessinait, patient et méthodique, mais le document le plus choquant était un mémorandum juridique détaillant les options pour contester la légitimité de Nicolas en tant qu'héritier Vautrin. En cas de révélation sur ses véritables origines, le document, daté de 3 ans auparavant, indiquait qu'Odile et Céleste connaissaient la vérité depuis longtemps et avaient préparé le terrain pour l'utiliser à leur avantage le moment venu. Nicolas imprima tous ces documents et continua ses recherches jusqu'à l'aube. Quand Hélène se leva, elle le trouva entouré de papiers, les traits tirés mais les yeux brillants de détermination. « Regarde ce que j'ai trouvé », dit-il, en lui tendant un document particulier, un amendement au testament de mon grand-père, Alain Vautrin Senior. Il stipule qu'en cas de circonstances exceptionnelles, remettant en cause la filiation directe de l'héritier principal, le contrôle du groupe revient à la branche secondaire de la famille. La branche d'Odile, comprit Hélène. Exactement. Cet amendement a été ajouté 2 semaines après ma naissance. Marguerite a dû le faire rédiger pour se protéger, au cas où la vérité éclaterait un jour. Alors, si ton adoption et tes véritables origines sont révélées publiquement, je perds tout. Le contrôle du groupe, mon siège au conseil, probablement une bonne partie de ma fortune personnelle aussi. Nicolas se passa une main sur le visage. C'était le plan depuis le début. Si je me rapprochais trop de la vérité, ils avaient une arme ultime contre moi. C'est pour ça que Marguerite t'a mis en garde contre Odile, dit doucement Hélène. Elle savait que Odile n'hésiterait pas à utiliser cette clause. Nicolas hocha la tête, son esprit analysant rapidement la situation. La réunion du conseil est à 10h, je dois m'y préparer. Que vas-tu faire? Contre-attaquer? Ils ne s'attendent pas à ce que je connaisse déjà leur stratégie, à 9h30. Nicolas entra dans le siège du groupe Vautrin, Hélène à ses côtés. Sa présence provoqua des murmures sur leur passage. Mais il avançait, imperturbable. Il avait insisté pour qu'elle assiste à la réunion, malgré ses réticences. « C'est aussi ton histoire, ton combat », lui avait-il dit. « Tu as le droit d'être là, dans la vaste salle du conseil. » Les membres étaient déjà installés autour de la table en acajou massif. Céleste occupait la place à droite du siège de président, celui de Nicolas. Odile était présente également, bien qu'elle n'ait plus de fonction officielle dans l'entreprise depuis des années. « Nicolas, enfin !» s'exclama Céleste avec un sourire faussement chaleureux. Nous commencions à nous inquiéter et son regard se posa sur Hélène. Je ne crois pas que Madame Fabre ait été conviée à cette réunion. Madame Fabre est ici en tant que mon invitée personnelle, répondit calmement Nicolas en prenant place. Et compte tenu du sujet de cette réunion, sa présence me semble tout à fait appropriée. Un silence tendu s'installa. Céleste et Odile échangèrent un regard. Bien, reprit Céleste en se redressant. Comme vous le savez tous, cette réunion extraordinaire a été convoquée pour discuter d'une situation délicate. Des rumeurs circulent, affectant gravement la valeur de notre entreprise, des rumeurs concernant notre président-directeur général, Nicolas Vautrin et ses origines. Des murmures parcoururent l'assemblée. Nicolas observa les visages autour de la table, certains embarrassés, d'autres curieux, quelques-uns clairement hostiles. « Allons droit au but », intervint Nicolas, avant que Céleste ne poursuive. « Ma cousine fait référence au fait que j'ai récemment découvert que je ne suis pas le fils biologique d'Isabelle et Alain Vautrin. Comme je l'ai toujours cru, je suis le fils de Luc Vautrin et d'Hélène Fabre, ici présente. » Un brouhaha s'éleva autour de la table. Nicolas leva la main pour ramener le calme. « Je sais que certains d'entre vous étaient déjà au courant de cette information, certains depuis très longtemps. » Son regard se posa sur Odile, qui resta impassible.
Je sais aussi que cette réunion n'a pas pour objectif de clarifier la situation, comme le prétend l'ordre du jour, mais bien de me destituer de mes fonctions. Nicolas, voyons, intervint Odile. Personne ne parle de destitution. Nous sommes simplement préoccupés par l'impact de cette révélation sur l'image du groupe. Vraiment. Nicolas ouvrit la serviette qu'il avait apportée et en sortit les documents imprimés durant la nuit. Alors comment expliquez-vous ce mémorandum juridique, préparé il y a 3 ans, détaillant précisément comment m'évincer si mes origines étaient révélées publiquement, ou ce plan de restructuration prévoyant mon remplacement par Céleste? Il distribua des copies aux membres du conseil, dont les visages exprimaient maintenant la stupéfaction. Ou peut-être, poursuivit-il en fixant directement Odile, pourriez-vous nous expliquer votre implication dans la dissimulation du meurtre de Luc Vautrin? Mon père biologique... À ces mots, Odile pâlit visiblement. Céleste se leva d'un bond. C'est ridicule. Tu as perdu l'esprit, Nicolas. Luc est mort dans un accident de voiture. Tout le monde le sait. Non, intervint Hélène, parlant pour la première fois. Sa voix douce mais ferme attira tous les regards. Luc a été assassiné. Ses freins ont été sabotés sur ordre de Marguerite. Nous avons le témoignage du mécanicien qui a effectué ce sabotage, ainsi que le reçu signé par Marguerite elle-même. Nicolas déposa le document en question au centre de la table. Et nous avons également un rapport de police falsifié, portant les initiales de Marguerite Vautrin, ordonnant de classer l'affaire. Un meurtre a été commis, puis dissimulé, et certaines personnes dans cette pièce étaient au courant. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Odile semblait sur le point de s'évanouir. Le conseil doit décider, reprit Nicolas. S'il souhaite être complice de ce crime en tentant de me destituer sur la base d'un amendement testamentaire frauduleux, ou s'il préfère me soutenir pour nettoyer cette entreprise des mensonges qui l'ont entaché pendant trop longtemps, tu n'as pas de preuves, murmura Odile, mais sa voix tremblait. Au contraire, outre les documents et témoignages que nous possédons déjà, Marguerite elle-même est prête à tout avouer. Elle est mourante et souhaite faire la paix avec sa conscience. C'était un bluff. Marguerite n'avait rien promis de tel, mais Nicolas vit la panique dans les yeux d'Odile et sut qu'il avait visé juste. Philippe Dumas, le doyen du conseil et ami de longue date d'Alain Vautrin senior, prit alors la parole. Je pense que nous devrions ajourner cette réunion et examiner toutes ces informations avec attention. Si les accusations portées sont véridiques, elles dépassent largement le cadre d'une simple gouvernance d'entreprise. Plusieurs membres acquiescèrent. Céleste, voyant son plan s'effondrer, tenta une dernière manœuvre. Même si tout cela est vrai, le fait demeure. Nicolas n'est pas légalement un Vautrin. L'amendement au testament est clair. Il n'a pas le droit de diriger ce groupe. Je suis le fils biologique de Luc Vautrin, répondit calmement Nicolas. Mon sang est celui des Vautrins, que cela vous plaise ou non. Quant à la légalité, nous verrons ce qu'en disent les tribunaux, à moins que vous ne préfériez un scandale public impliquant meurtre, enlèvement d'enfants et conspiration familiale. La réunion fut ajournée sous haute tension. En sortant, Nicolas et Hélène furent approchés par Philippe Dumas. « Je connaissais votre père, Luc, dit-il à Nicolas. Un homme bon, trop bon peut-être pour cette famille, si ce que vous dites est vrai. » Il secoua la tête. « Vous avez mon soutien, et je pense que vous aurez celui de la majorité du conseil. » Une fois le choc passé, dans l'ascenseur qui les ramenait au rez-de-chaussée, Hélène prit la main de Nicolas. « Tu as été brillant là-haut. Ce n'est qu'une première victoire, » répondit-il. « Ils vont contre-attaquer, et je ne suis pas sûre que Marguerite se comportera comme je l'ai laissé entendre. Que comptes-tu faire maintenant ?» Nicolas serra légèrement sa main. « D'abord, assurer ta sécurité. Ensuite, préparer la prochaine bataille, car crois-moi, ce n'est pas fini. » En effet, alors qu'il traversait le hall, son téléphone vibra. Un message de l'hôpital. Marguerite avait fait un nouvel infarctus. Son état était critique. Elle réclamait la présence de toute la famille à son chevet. La confrontation finale se préparait. L'hôpital américain de Neuilly semblait étrangement silencieux lorsque Nicolas et Hélène y arrivèrent. Dans le couloir menant aux soins intensifs, ils trouvèrent Céleste et Odile. En grande conversation avec le médecin-chef, à leur vue, les deux femmes se turent brusquement. « Comment va-t-elle » demanda Nicolas. « Elle est consciente, mais très faible, » répondit le médecin. « Son cœur peut lâcher à tout moment. Elle a expressément demandé à vous voir tous. » Odile s'avança, le visage tendu.
C'est une réunion familiale, Nicolas. Je ne pense pas que Madame Fabre... Hélène fait partie de la famille, l'interrompit-il fermement. Plus légitimement que certains. Ils entrèrent tous dans la chambre, où Marguerite, branchée à diverses machines, semblait avoir encore rapetissé depuis la dernière visite de Nicolas. Ses yeux s'ouvrirent quand elle les entendit approcher. « Vous êtes tous là, bien. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Je vais mourir aujourd'hui, je le sens. »« Marguerite, ne dis pas ça, » commença Odile. Mais la vieille femme l'interrompit d'un faible geste de la main. « Tais-toi, Odile, pour une fois dans ta vie. Tais-toi et écoute. » Elle tourna son regard vers Nicolas. « Tu as trouvé les preuves, n'est-ce pas ?» Moreau a parlé. Nicolas acquiesça silencieusement. Céleste et Odile échangèrent un regard alarmé. « De quoi parle-t-elle » demanda Céleste. « Qui est Moreau ?»« L'homme qui a saboté la voiture de Luc sur ordre de Marguerite, » répondit calmement Nicolas. « L'homme qui a transformé un fils en orphelin et une mère en veuve. » Un silence de plomb s'abattit sur la chambre. Les machines continuaient leur bip régulier, seul signe que la vie persistait encore dans ce corps diminué. « C'est de la folie, » murmura Odile, mais sans conviction. « Non, » dit Marguerite. « C'est la vérité. Une vérité que j'ai cachée pendant 38 ans. Que nous avons cachée, Odile, car tu étais au courant depuis le début. N'est-ce pas ?» Les regards se tournèrent vers Odile, qui blêmit visiblement. « Je n'ai jamais su pour la voiture. Jamais, » balbutia-t-elle. « Peut-être pas les détails ?» concéda Marguerite. « Mais tu savais pour l'enfant, tu savais que nous l'avions pris à cette fille pour le donner à Isabelle. Tu m'as même aidé à la faire taire. » Hélène, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant. « Vous étiez là le jour où on m'a arraché mon bébé. » Odile la fixa un instant, puis détourna le regard. « C'était pour le bien de la famille, » murmura-t-elle, « pour préserver le nom des Vautrin. »« Le nom ?» répéta Nicolas avec dégoût. « Toujours ce fichu nom. Tu ne comprends pas, » intervint Céleste. « Notre nom est tout ce que nous sommes. Sans lui, nous ne sommes rien. Te voilà bien la digne fille de ta mère, » commenta Marguerite avec un sourire sans joie. « Prête à tout pour le pouvoir et le prestige, y compris orchestrer mon accident cardiaque. N'est-ce pas ?» Un silence stupéfait suivit cette accusation. Céleste pâlit visiblement. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Mes médicaments. Quelqu'un les a remplacés la semaine dernière. J'ai fait analyser discrètement les comprimés par mon pharmacien. » Marguerite plongea son regard dans celui de sa petite fille. Une dose triple de mon traitement pour le cœur, suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque, mais pas assez rapide pour éveiller les soupçons. « C'est absurde » s'écria Céleste. « Tu délires, grand-mère. » Nicolas observait la scène, abasourdi. Les crimes des Vautrin semblaient sans fin, génération après génération. La même soif de pouvoir, la même absence totale de scrupules. « J'ai tout consigné » poursuivit Marguerite. « Tout, dans une lettre remise à mon notaire, avec instruction de l'ouvrir si je mourais dans des circonstances suspectes. » Elle eut un sourire faible. « Je ne suis pas née de la dernière pluie. Céleste, j'ai appris à me méfier de ma propre famille. C'est un tissu de mensonges, » intervint Odile, retrouvant soudain son assurance. « Marguerite est vieille et confuse. Personne ne croira ces accusations délirantes. Tout comme personne ne croirait qu'une grand-mère a fait tuer son propre fils, » rétorqua Nicolas. « Ou qu'elle a volé un bébé à sa mère. Et pourtant, nous avons les preuves. » Marguerite se tourna vers Hélène. « Je ne vous demanderai pas pardon, Madame Fabre. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais sachez que si c'était à refaire... » Elle s'interrompit, cherchant son souffle. « Si c'était à refaire, je ne le referais pas. J'ai perdu mon fils. Et pourquoi ? Pour un nom. Pour un empire qui s'effondrera de toute façon. » Ses yeux se remplirent de larmes. Spectacle si inattendu que tous restèrent figés. Marguerite de Brécy-Vautrin, la femme de fer, pleurait. « Nicolas, » murmura-t-elle. « Approche. » Il s'avança jusqu'au lit. La vieille femme saisit sa main avec une force surprenante. « Tu es le digne fils de ton père, de Luc, pas d'Alain, pas de moi, de Luc, et... » Elle regarda Hélène. « Et de cette femme qui n'a jamais cessé de te chercher, je te lègue tout ce que je possède personnellement. Mon testament a été modifié hier. Quant au groupe, » elle eut un sourire amer. « J'ai une dernière carte à jouer. » Elle appuya sur le bouton d'appel. Une infirmière entra, suivie de 2 hommes en costume. « Monsieur Lefort,
Mon notaire, présenta faiblement Marguerite. Et maître Bouvier, huissier de justice, messieurs, nous sommes prêts. Le notaire sortit un document de sa serviette. J'ai ici une déclaration rédigée hier par Madame de Brécy-Vautrin, dans laquelle elle reconnaît avoir fait enlever l'enfant de Mademoiselle Hélène Fabre et de son fils Luc Vautrin en 1986, pour le donner à sa belle-fille Isabelle, qui ne pouvait avoir d'enfant. Elle reconnaît également avoir ordonné le sabotage de la voiture de son fils, causant sa mort. Un hoquet de stupeur échappa à Céleste. Odile s'effondra dans un fauteuil, le visage blême. Cette déclaration a été faite devant témoins et authentifiée. Madame de Brécy-Vautrin souhaite maintenant faire une déclaration publique. Marguerite fit signe à l'huissier, qui activa un petit enregistreur. Moi, Marguerite de Brécy-Vautrin, en pleine possession de mes facultés mentales, je reconnais avoir commis les crimes susmentionnés. Je reconnais également que Nicolas Vautrin est le fils biologique et légitime de Luc Vautrin, mon fils aîné, et par conséquent l'héritier légitime du groupe Vautrin. Conformément aux statuts originaux de l'entreprise familiale, elle reprit son souffle avec difficulté. L'amendement au testament d'Alain Vautrin senior, mon défunt mari, modifiant les conditions de succession en cas de circonstances exceptionnelles, a été ajouté sous ma pression et en utilisant des méthodes frauduleuses. Je le déclare nul et non avenu. L'huissier arrêta l'enregistrement. Le notaire fit signer le document à Marguerite, dont la main tremblait. « C'est fait », murmura-t-elle. « 38 ans trop tard. Mais c'est fait. » Odile se leva d'un bond. « Tu ne peux pas faire ça. Tu détruis tout ce que nous avons construit. »« Non. » Odile, je répare ce que j'ai détruit. Marguerite ferma les yeux, épuisée. « Maintenant, laissez-moi seule avec Nicolas et Hélène. J'ai encore des choses à leur dire. » Céleste et Odile quittèrent la chambre, suivis du notaire et de l'huissier. Quand la porte se referma, un silence étrange s'installa. « Pourquoi ?» demanda simplement Hélène. « Pourquoi maintenant ? » « Parce que je vais mourir, » répondit Marguerite. « Et contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne veux pas emporter tous mes péchés dans la tombe. Tu aurais pu faire ça il y a des années, » dit Nicolas. « Épargner tant de souffrances. » « Oui, » Marguerite eut un sourire triste. « Mais j'étais trop orgueilleuse, trop obstinée, comme toi, comme Luc. » Elle tendit une main tremblante vers Hélène. « Il vous aimait vraiment, vous savez. Je n'ai jamais vu mon fils aussi heureux que pendant ces quelques mois avec vous. » Hélène prit sa main, dans un geste de pardon que Marguerite ne méritait pas, mais dont elle semblait avoir désespérément besoin. « Partez maintenant, » murmura la vieille femme. « Allez reconstruire ce que j'ai détruit, et peut-être qu'un jour, vous pourrez me pardonner. » Quand ils quittèrent l'hôpital, la nouvelle de la confession de Marguerite s'était déjà répandue. Des journalistes attendaient à l'entrée, avides de détails sur ce qui s'annonçait comme l'un des plus grands scandales de l'histoire des affaires françaises. Nicolas prit la main d'Hélène et l'entraîna vers une sortie secondaire, dans la voiture qui les ramenait vers Paris. Il resta longtemps silencieux, assimilant tout ce qui venait de se passer. « C'est terminé, » dit finalement Hélène. « La vérité a éclaté. »« Pas tout à fait, » répondit Nicolas. « Il y a encore Céleste et Odile. Elles ne renonceront pas si facilement. Que vas-tu faire ?» Nicolas regarda par la fenêtre les rues de Paris qui défilaient, pensant à tout ce chemin parcouru depuis cette nuit où une femme de ménage avait laissé tomber sa vieille Cartera dans son bureau. « Je vais reconstruire, sur des bases saines, cette fois. Et je vais avoir besoin de toi pour ça. » Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Hélène vit son fils lui sourire sans réserve, sans barrière, un sourire qui lui rappela tellement Luc que son cœur se serra. « Je serai là, » promit-elle. Toujours, 6 mois plus tard, la lumière douce de septembre filtrait à travers les grandes baies vitrées du nouveau siège de la Fondation Luc Vautrin. Au centre de la salle principale, une plaque commémorative en bronze portait l'inscription « Pour réunir ceux que l'injustice a séparés ». Hélène ajusta nerveusement sa tenue avant l'arrivée des premiers invités à l'inauguration officielle. En tant que directrice de la Fondation, elle avait supervisé chaque détail de ce projet qui lui tenait tant à cœur. Un organisme dédié à la recherche des enfants séparés de leurs parents biologiques et au soutien des familles vulnérables. « Tout est parfait », lui assura Nicolas en entrant dans la pièce. « Comme toi, ces 6 derniers mois avaient considérablement transformé leurs relations. La méfiance initiale avait cédé la place à une complicité grandissante, nourrie par leurs épreuves communes et cette quête de vérité qui les avait unis. « J'aurais aimé que Marguerite puisse voir ça », dit doucement Hélène. Marguerite était décédée 3 jours après sa confession publique.
emportant avec elle une ère de secret et de manipulation. Sa mort avait déclenché un séisme médiatique sans précédent dans le monde des affaires français. L'histoire de l'enfant volé, du fils assassiné et de la confession posthume avait fait la une des journaux pendant des semaines. « Je ne suis pas sûre qu'elle aurait apprécié », répondit Nicolas avec un léger sourire. « Cette fondation représente tout ce qu'elle a combattu, la vérité, la transparence, la reconnaissance des liens du sang au-delà des conventions sociales. » La porte s'ouvrit sur Philippe Dumas, le doyen du conseil d'administration du groupe Vautrin. Accompagné de plusieurs membres influents, Nicolas et Madame Fabre, bien sûr, toutes mes félicitations pour cette magnifique réalisation. Le scandale n'avait pas épargné le groupe Vautrin, les actions avaient dégringolé dans les jours suivant les révélations, mais la gestion transparente de la crise par Nicolas et sa détermination à transformer l'entreprise avaient de progressivement restaurer la confiance des marchés. Céleste et Odile avaient tenté de contester juridiquement les dernières volontés de Marguerite, arguant qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de sa confession, mais face à l'accumulation de preuves et au témoignage du mécanicien Moreau, elles avaient finalement abandonné les poursuites et quitté l'entreprise avec un règlement financier conséquent. À condition de renoncer définitivement à toute prétention sur le groupe Vautrin, comment se porte le nouveau conseil ? Demanda Hélène à Philippe. Remarquablement bien, la réorganisation proposée par Nicolas a insufflé un vent de modernité et l'engagement social du groupe a considérablement amélioré notre image publique. En effet, Nicolas avait profondément transformé l'entreprise, créant notamment une branche dédiée à l'économie sociale et solidaire. Le groupe finançait désormais des programmes d'aide aux familles monoparentales et aux enfants défavorisés, comme un écho lointain à l'histoire de sa propre mère. Les invités commencèrent à arriver, personnalités politiques, représentants d'associations, journalistes. L'histoire des Vautrins avait touché une corde sensible dans l'opinion publique, devenant le symbole d'une rédemption possible même après les actes les plus sombres. Nicolas prit la parole devant l'Assemblée. Cette fondation est née d'une histoire personnelle, douloureuse, que beaucoup d'entre vous connaissent désormais, mais elle n'est pas uniquement tournée vers le passé. Elle regarde vers l'avenir, vers tous ces enfants et ces parents qui, chaque jour, sont séparés par la pauvreté, les conflits ou les préjugés sociaux. Son regard croisa celui d'Hélène. Debout, au premier rang, 6 mois plus tôt, elle nettoyait son bureau en secret, espérant juste apercevoir son fils de loin. Aujourd'hui, elle dirigeait une fondation portant le nom de l'homme qu'elle avait aimé. Je laisse maintenant la parole à celle qui a inspiré ce projet, qui en est l'âme véritable. Ma mère, Hélène Fabre. Des applaudissements nourris accompagnèrent Hélène jusqu'au pupitre. Elle qui avait passé sa vie dans l'ombre, se retrouvait maintenant en pleine lumière. Pendant 38 ans, commença-t-elle d'une voix claire, j'ai cherché mon fils, j'ai vécu avec cette douleur, ce vide immense qu'aucun parent ne devrait connaître. Cette fondation est dédiée à tous ceux qui vivent ce que j'ai vécu, mais aussi à ceux qui, comme mon fils, grandissent avec des questions sans réponse sur leurs origines. La cérémonie se poursuivit, émouvante et pleine d'espoir. À la fin de la journée, quand le dernier invité fut parti, Nicolas et Hélène se retrouvèrent seuls dans le grand bureau de la fondation. « J'ai quelque chose pour toi », dit Nicolas, en sortant un petit paquet de sa poche. Hélène l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait la médaille en or, celle-là même qui avait déclenché toute cette histoire. « Elle t'appartient », dit-il simplement. « C'est toi qui l'avais mise autour de mon cou le jour de ma naissance. » Émue, Hélène prit la médaille entre ses doigts. « Ta grand-mère me l'avait fait retirer avant de m'annoncer que tu étais mort-né. Je n'ai jamais su ce qu'elle en avait fait. Elle l'a gardée, puis me l'a donnée sur son lit de mort, pour que tu te souviennes de ta vraie famille, m'avait-elle dit. Je n'avais pas compris à l'époque. » Hélène passa la chaîne autour de son cou, les yeux brillants de larmes contenues. « J'ai autre chose à te montrer, » dit-elle, en se dirigeant vers une bibliothèque. Elle en sortit un vieil album relié de cuir rouge. Je l'ai retrouvé parmi mes affaires qui avaient été volées. La police l'a récupéré dans l'appartement d'Odile. Nicolas ouvrit l'album avec curiosité. À l'intérieur, des dizaines de coupures de presse, soigneusement classées par ordre chronologique, toutes le concernaient, ses résultats scolaires publiés dans le bulletin local, son entrée à HEC, ses premiers succès professionnels, jusqu'à sa nomination comme PDG du groupe Vautrin. « J'ai suivi ta vie de loin », expliqua doucement Hélène.
Chaque réussite, chaque étape, c'était ma façon d'être près de toi, même quand je ne pouvais pas t'approcher. » Nicolas tournait les pages, ému par cette preuve d'amour maternel qui avait traversé les décennies. Sur la dernière page, une enveloppe jaunie portait son nom. À l'intérieur, une lettre écrite 38 ans plus tôt. « Mon fils bien-aimé », lut-il à voix haute, « si un jour le destin nous réunit, je veux que tu saches que durant chaque nuit passée loin de toi, il n'y a pas eu un seul moment où tu n'étais pas dans mon cœur. L'amour véritable n'exige pas de reconnaissance. Il existe simplement ta mère qui t'aime. Hélène. » Le silence qui suivit cette lecture était empreint d'une émotion presque palpable. Dehors, Paris s'illuminait progressivement à mesure que le soleil déclinait. Une nouvelle page de leur histoire commune s'écrivait. « J'ai passé ma vie à chercher ma place, » murmura Nicolas, « à essayer de me prouver que j'étais digne du nom Vautrin. Je comprends maintenant que j'avais tout faux. Ce n'est pas le nom qui fait la valeur d'une personne. »« Non, » approuva doucement Hélène. « C'est ce que nous choisissons de faire avec notre vie qui définit qui nous sommes vraiment. » Nicolas rangea soigneusement la lettre et referma l'album. Un nouveau départ s'offrait à eux. Libérés du poids des mensonges et des secrets, dans les semaines qui suivirent, la Fondation Luc Vautrin aida des dizaines de familles à se retrouver comme un écho de leur propre histoire. Le groupe Vautrin, quant à lui, devint un modèle d'entreprise éthique et responsable, prouvant qu'un empire bâti sur des mensonges pouvait se réinventer dans la vérité. Chaque soir, avant de quitter son bureau, Nicolas jetait un regard à la photo qui trônait désormais sur son bureau, lui et Hélène, côte à côte, souriant à l'objectif. Et autour du cou d'Hélène brillait la petite médaille en or, symbole d'un amour maternel que même 3 décennies de séparation n'avaient pu éteindre. Le temps des secrets était révolu. L'heure était venue de vivre dans la lumière de la vérité.